En attendant un possible cessez-le-feu, au lendemain de la feuille de route dévoilée par Joe Biden, l'action de l'armée israélienne dans la bande de Gaza continue. Des zones comme celle de Rafah sont la cible d'offensives terrestres, pendant qu'au nord, les forces armées ont quitté Jabalia après des jours d'intenses combats et plus de 200 frappes aériennes. Comme partout dans la bande de Gaza, les dégâts sont colossaux et les Gazaouis tentent de trouver refuge encore où ils le peuvent. Une colonne de fumée s'élève dans le ciel de Rafah, au 239e jour de guerre. Au lendemain des annonces de Joe Biden et d'un possible cessez-le-feu, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie s'intensifient sur Gaza. Épuisés et sans cesse déplacés, les Palestiniens blessés par les frappes sont évacués vers un hôpital à l'ouest de Rafah. D'autres, comme cet homme, pleurent la mort de leurs proches. À une dizaine de kilomètres de là, dans un autre camp de réfugiés où des centaines d'enfants errent, l'annonce de ce possible cessez-le-feu ravive quelques espoirs. Cette proposition est arrivée tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Nous espérons que Dieu, l'administration américaine et la communauté européenne en général continueront à faire pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu. Toute proposition conduisant à notre retour dans nos maisons et à leur reconstruction, ainsi qu'à la libération de nos frères détenus, nous la soutenons. Nous tous, en tant que peuple et en tant que citoyens, je soutiens cette proposition. À Jabalia, plus au nord, l'armée israélienne s'est retirée. Les Gazaouis qui ont dû fuir la zone à l'arrivée de Tsahal retrouvent l'école qui leur servait d'abri de fortune. Nous sommes revenus pour descendre. Il ne reste plus rien pour nous abriter, ni maison, ni meubles, ni rien. Nous sommes maintenant complètement détruits et personne n'a pitié de nous. Dans l'attente d'une réponse définitive du Hamas, Tsahal continue son offensive sur Rafah. Mais depuis les États-Unis, Joe Biden l'assure, il est temps que la guerre se termine. Pour lui, la proposition de cessez-le-feu est une occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Jean-François Corti, vous aviez un discours à la fois très réaliste, mais forcément très pessimiste. En regardant ce qui se passait, est-ce qu'aujourd'hui, là encore, cette feuille de route, ces accords de principe, le Hamas parle de quelque chose de positif, accords de principe aussi côté Israël, est-ce que c'est quelque chose, évidemment, j'imagine qui va dans le bon sens, mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est désormais indispensable? Est-ce qu'il y aura un avant et un après? Je pense qu'on n'a pas le choix que d'espérer que les choses que la situation soit meilleure, que ce soit pour 2 millions de civils, que ce soit pour les otages aussi qui vivent un calvaire depuis plusieurs mois. Il faut rappeler les chiffres aujourd'hui, hein, même s'il y a des controverses, c'est plus de 35 000 morts. Je pense que ces chiffres sont largement sous-estimés parce qu'ils ne comptabilisent pas les milliers de gens qui meurent par défaut de soins. C'est 80 000 blessés, dont aujourd'hui près de 15 000 qui ne peuvent plus être évacués depuis le 7 mai, depuis l'offensive sur Rafah, et qui ont besoin d'être traités à l'extérieur de Gaza parce que le dispositif sanitaire ne peut pas les prendre en charge. C'est un système de santé qui marche pratiquement plus. Et pour vous donner un exemple, les équipes de Médecins du Monde ont dû se déplacer à nouveau. À plusieurs reprises, elles se sont déplacées, comme les Gazaouis, depuis 7 mois, pour migrer depuis Rafah Est jusqu'à la zone de Deir el-Balah, qui est au nord de Khan Younes. Nous avons de la santé primaire, de la santé mentale aussi, et nous avons des taux de malnutrition qui sont en train d'exploser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famine, elle est présente dans le nord, mais elle est en train de descendre vers le centre et le sud. Et on est dans un contexte où, entre le 7 mai et le 27 mai, il y a environ 1000 camions qui sont rentrés, alors qu'il en faudrait 500 à 600 par jour. La feuille de route prévoit 600 camions quotidiennement. Est-ce que ce serait suffisant? C'est le minimum pour être sur les chiffres d'avant le 7 octobre, mais il faut imaginer qu'il en faudrait probablement plus pour rattraper les 7 mois de pénurie. Le blocus, il est toujours très intense. L'aide, elle ne rentre pratiquement plus par Rafah et par Kerem Shalom. Elle ne rentre pas par Eretz, ce qui pourrait être le cas. À Médecins du Monde, nous avons prépositionné du matériel côté israélien. Nous avons aussi des équipes en Cisjordanie. Et dans le même temps, l'aide ne rentre pas assez. Et le fameux corridor humanitaire proposé par les Américains et une partie des Européens qui devrait amener depuis la mer, depuis Chypre, des bateaux, il n'est pas fonctionnel aujourd'hui. Il a été détruit par des conditions maritimes difficiles la semaine dernière. Donc c'est un fiasco humanitaire, ce dispositif opérationnel. C'est un peu du pipeau humanitaire, hein. Et même quand ce dispositif tournera, je dirais, à plein régime, à bloc, il n'amènera que 10% des besoins. Donc on est dans une situation où ce dispositif américain, c'est de la poudre aux yeux, ça permet
d'envoyer un message d'une forme de sensibilité aux civils gazaouis, mais en même temps, on fournit des armes et on continue à alimenter et à soutenir les massacres de l'armée israélienne. Et dans le même temps, l'aide ne rentre pas de manière proportionnée. Donc, il faut absolument un cessez-le-feu et que l'aide rentre massivement, que les otages aussi arrêtent de vivre ce calvaire. Tamar Sebok, je reprends sur le mot otage, parce que c'est vrai que souvent on oublie ce que vivent. Il est difficile de trouver les mots, mais 128 personnes encore retenues en otage, a priori. Là aussi, ils font partie de ce plan en 3 phases, avec une libération en partie contre des échanges de prisonniers, et puis une libération totale. Là aussi, c'est quelque chose que l'on suit évidemment quand on connaît l'émoi de la population israélienne. Alors, sur le 125, en fait, 125, on sait qu'il y a 39 qui sont déjà décédés, mais leurs familles vivent aussi un calvaire parce que ne pas pouvoir avoir son enfant et pouvoir clôturer cette histoire. Chaque fois qu'il y a une proposition, il y a la tension qui monte, il y a la pression de famille. Moi, j'étais en Israël, je me suis trouvée face à ces familles qui font les démonstrations. Quand on voit leur visage, la souffrance, presque la folie. Il y avait une interview avec l'un de pères de femmes soldats qui sont détenues par le Hamas et dont on sait qu'elles sont peut-être violées et pas peut-être, on a des données. Et il a dit, vous voyez, les centres où on se trouve, nous, on s'écoupe de nos émotions pour pouvoir parler. Mais il y a des cadenas sur toutes les fenêtres et pour monter sur le toit, parce qu'il y a des gens qui ont déjà essayé de se suicider. Donc pour dire que c'est une plaie béante dans la société israélienne et que ça ne sera jamais résolu sans le retour des otages. Céline Bardet, qu'est-ce que ça change si cette feuille de route est appliquée? Quelle doit être la priorité, selon vous, sur le terrain? Non, je pense que déjà, la priorité, ce qui est extrêmement important, c'est la libération des otages, parce que on voit bien que c'est quand même une question fondamentale. Et ce qui est tout autant important, c'est exactement ce qui était dit avant, c'est toute l'aide humanitaire. Et de rappeler que Benjamin Netanyahou, notamment, il est poursuivi sur l'article 7.2 du statut de la Cour pénale internationale, sur le chef d'extermination en ne donnant pas l'accès ni aux services, ni à la nourriture, etc. Donc voilà, ce sont les deux choses extrêmement importantes. Après, moi, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est important aussi de comprendre. Je me suis rendue en Israël. Effectivement, je travaille sur les violences sexuelles. Mon ONG documente la question des violences sexuelles du 7 octobre. Parce que ça a été une arme de guerre, ce jour-là. Ça a été utilisé comme une arme de guerre. Oui, mais encore une fois, d'abord, il faut une enquête indépendante qui, pour l'instant, n'est pas faite. Vous avez raison. Les Israéliens travaillent là-dessus. Ils ont tout à fait les compétences pour le faire. Mais voilà, il y a le rapport de Pramila Patten, qui est un rapport d'information qui a dit qu'il y avait des doutes, des raisons de penser, c'est comme ça qu'il s'exprime, la question des violences sexuelles sur les otages. Il y a des otages qui ont témoigné qu'elles ont été victimes. Donc on peut penser que les autres le sont aussi. Donc il y a tout, il y a tout ce travail-là aussi d'enquête indépendante à faire pour qu'on comprenne ce qui s'est passé exactement. Jean-François Cortis, ce qui frappe, c'est qu'on parle beaucoup de calendrier intérieur, d'intérêts politiques divers et variés. Comment vous pourriez qualifier la situation à l'intérieur de la bande de Gaza aujourd'hui? C'est quoi? Parce qu'on voit des images qui sont... Alors, on a derrière moi, c'est extrêmement impressionnant, évidemment. On voit des décombres, on voit qu'il n'y a plus de ville, mais ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous disent les équipes qui sont à l'intérieur? Alors, c'est normal qu'il y ait la réelle politique et que les négociations soient en cours, mais effectivement, il faut que ça aille vite, même si le droit humanitaire international est souvent mis en avant par les humanitaires, y compris par les États, y compris par M. Macron. On voit les délais qui vont être nécessaires pour pouvoir justifier ou pas la notion de génocide. Ça va prendre des années. Faire en sorte que les instances parlent de risque génocidaire et pas de génocide. Absolument, de risque accru de génocide. C'est les dernières annonces. Je n'ai pas dit qu'il y en avait un, je dis qu'il y a un risque accru. Mais juste pour simplement pour vous dire qu'il y ait génocide ou pas, le fait qu'il y ait un anéantissement en cours, qu'il y a aujourd'hui un blocus qui empêche l'aide de rentrer, qu'on est sur les taux de famine explosifs, que les gens ne peuvent plus se soigner, qu'on meurt de diabète, d'insuffisance hépatique ou autre, la situation est tout aussi grave, je dirais,
que s'il y avait en théorie un génocide. Donc on ne va pas m'arrêter sur le fait qu'il y a génocide ou pas, la situation est dramatique. Et vous parliez d'armes de guerre, effectivement, à travers le viol probablement utilisé par le Hamas lors des atrocités du 7 octobre. Aujourd'hui, il est objectivé que la famine est une arme de guerre délibérée, par un blocus délibéré pour faire énormément de casse au niveau des civils. Donc on est dans un contexte, pour donner des exemples de réalité, où vous avez évoqué de manière tout à fait légitime la pression psychologique sur les familles en Israël, celles qui font le deuil du 7 octobre, celles qui ont des otages qui sont pris au piège. Mais nous, on fait de la consultation de santé mentale aujourd'hui. Vous avez, sur les 80 000 blessés, une majorité d'enfants qui sont aujourd'hui amputés, orphelins. C'est une spécificité de ce contexte. Vous avez des troubles psy qui sont monstrueux et qu'on va probablement pas réussir à prendre en charge. Et vous avez une génération non seulement d'handicapés qui arrivent, mais aussi de zombies, de gamins qui ont vécu depuis 7 mois sous les bombardements intenses. Moi, dans ma vie d'humanitaire, j'ai eu à vivre des situations de bombardement. C'était sur des séquences assez courtes et c'était très traumatisant. Là, depuis 7 mois, vous avez des gens qui sont aujourd'hui qui dorment à même le sol. On l'a vu sur des images de bombardement le week-end dernier, qui ont été déplacés à plusieurs reprises, qui ne peuvent plus se soigner. Des gens vont mourir de maladies dont on connaît les traitements. Ils meurent déjà. Les dispositifs de soins ne peuvent pas y répondre. Donc voilà, la situation est suffisamment grave aujourd'hui pour qu'au-delà des analyses juridiques sur comment caractériser une situation, cela est absolument insupportable. Et simplement... Vous êtes combien de médecins aujourd'hui, on a une trentaine de personnes qui sont à Dar el-Bala. On a réussi à recruter du staff local. Médecins sans frontières a dû évacuer l'un des rares hôpitaux dans lesquels il était aussi à Rafah, a dû remonter aussi vers l'ordre. Mais chaque fois, on vit une désorganisation et surtout, on n'a pratiquement plus de matériel aujourd'hui. On n'a plus de fuel pour nos équipes, on n'a plus d'antibiotiques, y compris pour de la médecine générale, et on n'arrive plus à référer nos patients vers les structures de santé secondaire, les hôpitaux, parce qu'ils ne fonctionnent plus. Donc simplement pour terminer, moi j'espère qu'il va y avoir un cessez-le-feu, évidemment, qu'on puisse inonder le territoire d'aide, que le sort des otages aille dans le bon sens aussi. Et puis je redemande que en parallèle, les Occidentaux, les Américains soutiennent les instances de gouvernance qui aujourd'hui mettent la pression aussi sur les belligérants pour que la guerre s'arrête. Et c'est le tribunal pénal international, et je termine, qui renvoie dos à dos des leaders du Hamas et des leaders israéliens parce qu'il y a des crimes de guerre potentiels et des crimes contre l'humanité. Et c'est la Cour internationale de justice qui, effectivement, vous l'a dit, parle de risque accru de génocide. Il faut soutenir ces instances parce qu'elles mettent la pression et elles peuvent être aussi vectrices d'une résolution du conflit. Et je vous faisais un petit signe de la main parce que c'est justement, ça va dans votre sens, c'est un communiqué qui émane de Doha au Qatar qui vient d'être, dont là nos confrères de l'agence France-Presse font état, les médiateurs qataris, américains, égyptiens qui appellent à un accord de trêve à Gaza. Quel que soit le résultat de ce qui se passe, on sent bien que peut-être pour la première fois depuis le 7 octobre ou peut-être pour la deuxième fois, je demande aux spécialistes. La première étape, il y aura 33 otages, probablement 30 prisonniers palestiniens pour chaque otage. Je reviens un petit peu sur cette question d'aide humanitaire, parce que faut-il encore qu'il y aura une structure qui puisse accueillir ces camions, parce qu'ils se font dévaliser. L'Égypte qui n'est pas d'accord pour que les camions entrent. Kerem Shalom, l'autre passage, a été bombardé par les Hamas. Il y a un réel problème pour que l'aide soit diffusée. C'est cette question de l'avenir. Qui va vraiment pouvoir diriger la bande de Gaza? Il y a 2000 camions qui sont prêts à rentrer côté égyptien. Et quand on fait rentrer le matériel, on arrive à l'obtenir. Même si le Hamas peut être dans une stratégie de captation, il y a aussi d'autres groupes mafieux, vu le chaos, qui peuvent aussi s'approprier. Mais on peut faire rentrer de l'aide. Il y a de l'aide qui peut rentrer aussi depuis Kerem Shalom, mais c'est fermé. Et simplement, un dernier point, si on veut vraiment faire en sorte que l'humanitaire puisse se développer, c'est pas en attaquant, comme le fait la Knesset aujourd'hui, l'UNRWA, en faisant en sorte que ce soit potentiellement un groupe terroriste, c'est mettre à mal une structure des Nations Unies qui aujourd'hui est la colonne vertébrale de l'aide à Gaza, et elle est largement nécessaire. C'est le mot de la fin. Merci à tous les 5. L'armée d'occupation israélienne a bombardé plus de 10 centres pour personnes déplacées au cours des dernières 24 heures. Et la dernière frappe est un horrible massacre dans le centre pour personnes déplacées de Nunra.
L'armée israélienne, de son côté, affirme que la frappe a été menée contre des cibles légitimes, conformément au droit international. Elle ajoute que 2 responsables du Hamas ont été tués sans en apporter les preuves. Il y a seulement 2 jours, la Cour internationale de justice avait ordonné à Israël de stopper son offensive à Rafah. Une injonction restait lettre morte. L'armée israélienne affirme que ces munitions à elles seules n'auraient pas pu causer l'incendie survenu dimanche soir. De ce camp adossé à un bâtiment de l'UNRWA à Rafah, il ne reste plus rien.